Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer notre réunion. Comme d'habitude, l'appel. Donc, Jean-Marc Atelier, je suis présent. Thierry Lemaire. Présent. Virginie Poulizac. Tidiane Coïta. Présent. Béatrice Riondel est absente et a donné le pouvoir à Thierry Métayer. Jean-Yves Gadea. Présent. Juliette Chignot, absente et a donné le pouvoir à Lisa Denou. Sébastien Beck. Présent. Lisa Denou. Salvatrice Thérèse, absente et m'a donné le pouvoir. Thierry Métayer. Présent. Annie Sarrazin, absente. Franck Domelon. Présent. Nathalie Nicolas Nelson. Présente. Bernard Guénin. Présent. Chimène Camboulin, absente et a donné le pouvoir à Thierry Lemaire. Guy Anseret. Présent. Elisabeth Benjeloun, absente et a donné le pouvoir à Virginie Poulizac. Donc Pascal Valade, je l'appellerai après. Et aussi, Daniel Ferreira. Présent. Jérôme Baudrier. Présent. Marielle Michels. Ludovic Landrier, donc absent et a donné le pouvoir à Nathalie Moine. Nathalie Moine. Présente. Félicita Delvelin. Isabelle Godard. Présente. Et Michel Cloudin. Présent. Tous les gens qui sont là ont été appelés, c'est bon. Donc le quorum est atteint. Notre réunion va pouvoir se tenir. Ils sont à disposition ici. Je vais les regarder. Donc, secrétaire de séance, je vous propose la candidature de Lisa Denou. Personne à l'opposition. Merci. Évidemment, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole, comme d'habitude, pour compléter les réponses. Quelques petites informations avant le démarrage de notre ordre du jour. La première, c'est pas une bonne nouvelle. On a appris cette semaine le décès de M. Reynaud, qui était un des anciens combattants et le dernier survivant sur la commune, en tout cas, de la guerre d'Indochine. Donc on pense bien à sa famille et le conseil municipal, évidemment, lui présente toutes ses condoléances. On a eu un courrier du préfet en date du 27/02 acceptant les démissions de titre d'adjoint, pas de conseiller municipal, de Thierry Lemaire et de Virginie Poulizac, donc il reste conseiller. Et puis une nouvelle un peu plus intéressante qui va ravir, je pense, tout le monde, c'est que ce matin, à la commission départementale des gens du voyage, a été voté à l'unanimité, donc cette fois-ci c'est sûr, la disparition de l'aire de gens du voyage destinée à Saint-Patus, qui était sur le schéma et qui nous bloquait pour les expulsions. Donc c'est un combat de longue haleine, et on a enfin réussi à obtenir gain de cause. Donc c'est bien à la fois pour notre commune et pour toute l'intercommunalité, puisque maintenant c'était une compétence intercommunale. Et donc le fait que nous, on ait besoin de faire une aire du genre du voyage, ça condamnait l'ensemble de l'intercommunalité sur les expulsions sauvages. Voilà, les informations du conseil que je voulais vous donner. On va démarrer avec les points 1 et 2 qui sont... Avant de démarrer, monsieur le maire, j'aurais une simple question à vous poser. Dans l'appel, vous avez appelé monsieur Marcy et madame Auguet, alors que nous, sur les convocations, elles ne font pas partie des destinataires. Oui, c'est normal. C'est une demande de la préfecture, puisque en fait, la règle et la loi a changé depuis quelques mois, et qu'à partir du moment où il y a une démission, les conseillers municipaux sont automatiquement installés dans leur rôle. Donc même si il n'y avait pas... Alors moi, quand j'ai eu l'information, j'ai demandé à la préfecture en disant mais on va les convoquer en dehors du délai des 5 jours qui normalement est le délai minimum pour pouvoir délibérer. Et donc la préfecture nous a répondu, on a une réponse écrite qu'on pourra vous fournir, que la difficulté c'est qu'il y a des jurisprudences aujourd'hui qui acceptent cela, même si les gens n'ont pas eu les 5 jours francs de communication des documents, ce qui est le cas. Donc en plus de ça, bon, on va le voir tout de suite dans le premier point. Donc la fin de la réponse sera dans le premier point. Donc les points 1 et 2, on les a regroupés. C'est donc l'installation de nouveaux conseillers municipaux suite à des démissions. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal que monsieur Gauger Samuel, conseiller municipal sur la liste stagiaire pour Saint-Patus, a fait part de sa démission par courrier reçu en mairie le 13 février 2024 pour des raisons de divergence politique. Monsieur Robert Olivier, conseiller municipal par courrier reçu en mairie le 20 février 2024 pour des raisons de santé. Et madame Trevet-Sylvaine par courrier du 24 février 2024 aussi pour des raisons de santé.
Dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque raison que ce soit. C'est l'article 270 du Code électoral. Donc Madame Oniel Anna, suivante sur la liste, est convoquée au conseil municipal pour remplacer M. Gauger Samuel, a également fait part de sa démission par courrier reçu en mairie le 27 février 2024. Le conseil municipal donc prend acte que M. Valade, qui est dans le public et que je vais inviter à rejoindre sa place, que Mme Aubrey-Monique et M. Marcy Pascal, candidats venant immédiatement après le dernier élu sur la liste sur laquelle M. Gauger, Samuel, Robert Olivier, Mme Trevet, Sylvaine et Oniel Anna ont été élus, sont installés immédiatement dans leurs fonctions en remplaçant des conseillers municipaux démissionnaires. Donc pour M. Marcy, il siégera, mais ce soir il ne pouvait pas être parmi nous. Et pour Mme Auguet, je dois la rencontrer, je n'ai pas encore reçu de réponse. Donc ils sont officiellement ce soir conseillers municipaux. Qu'ils soient présents ou non, c'est là. J'ai une petite précision à vous demander. Madame Trevel, je crois me souvenir qu'elle avait été démise, enfin sortie du groupe Agir. Et pourquoi elle remplace un candidat d'Agir? Parce que ce sont les listes de départ au moment des élections qui font foi. Et pas la suite, c'est ce que la préfecture nous a dit suite aux demandes qu'on aura demandé. On pourra avoir les réponses qu'elles nous ont apportées? Oui. Alors, on arrive à la délibération numéro 3, et c'est le projet de délibération du conseil municipal, l'adoption du procès-verbal du 7 décembre 2023. Donc, je n'ai pas reçu de demande de modification avant le conseil. Est-ce qu'il y en a en séance? Non. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, donc Madame Moine, vous avez 2 votes. Monsieur Ferrin? Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Donc Madame Moine pour 2 votes, Monsieur Ferreira pour 1 vote, Madame Velin pour 1 vote, Madame Michels pour 1 vote, Monsieur Baudrier pour 1 vote, derrière c'est Monsieur Claudin pour 1 vote, et Madame Godard, pardon, pour 1 vote. C'est bon, vous avez vu? Des abstentions? Donc le compte rendu est adopté, merci. La même chose pour le procès verbal du conseil municipal du 13 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations à faire en séance? Non? Alors, est-ce qu'on peut mettre au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc, Madame Moine pour 2, Madame Velin pour 1, Monsieur Claudin pour 1 et Madame Godard pour 1. C'est bon? Alors, le point... Les abstentions, s'il vous plaît. Pardon, oui, abstention. Donc, 1 pour Madame Michels, 1 pour Monsieur Baudrier et 1 pour Monsieur Ferreira. Pardon, donc le compte rendu est adopté. Alors, on va passer maintenant au gros morceau de la soirée, qui est... Voilà. La présentation du rapport d'orientation budgétaire et le débat qui s'ensuit. Alors, on est désolé pour le public, ça va être un petit peu rébarbatif, hein, parce qu'il y a un contexte national et international à vous présenter avant, après les différents textes de la loi de finances, et puis après, par la suite, une rétrospective sur les exercices budgétaires de la commune, et puis après, en tout dernier, une introspective sur ce qui devrait être le budget. Donc la loi d'administration territoriale de la République, ATR de 1992, a imposé la tenue d'un débat d'orientation budgétaire d'OB dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3500 habitants. De plus, récemment, l'article 107 de la nouvelle loi d'organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, a modifié les articles, je ne les cite pas, du Code général des collectivités territoriales relatifs au DOB, en complétant les dispositions relatives à la forme du contenu et du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce qui n'est pas noté. Donc vous avez un graphique ici sur les prévisions de l'évolution du PIB dans le monde,
sur les prochains mois. On vous dit que l'économie mondiale traverse une période d'incertitude avec une croissance qui montre des signes de ralentissement pour 2023. Les prévisions tablent sur une croissance à 2,1 en recul par rapport à l'année précédente. Les pays émergents hors grande puissance semblent être les plus touchés avec une croissance estimée à 2,9 en baisse par rapport à l'année précédente. L'emploi, souvent considéré comme un rempart contre la pauvreté, est mis à mal par ce ralentissement. Toutefois, il est important de rappeler que ces tendances ne sont pas gravées dans le marbre et peuvent être inversées avec des efforts concertés et des bonnes décisions prises. Un autre défi majeur est le durcissement des conditions de crédit. De nombreux pays émergents se voient désormais privés d'accès aux marchés financiers internationaux, ce qui complique leur situation, surtout pour ceux qui sont déjà en précarité financière. En ce qui concerne l'inflation, on vous dit qu'elle sera plus forte que prévu et côté BCE plus durable. L'institution ne voyant pas de retour à sa cible statutaire des 2% avant 2025, voire 2026. Fort de ce constat et de ces anticipations, dont une partie reste exogène aux décisions monétaires, guerre en Ukraine, situation économique chinoise ou encore décisions des pays membres de l'OPEP, les principales banques centrales ont démarré une restriction monétaire rapide et brutale dans l'objectif de contenir la hausse des prix. L'ampleur de la restriction monétaire peut se mesurer au recul de la masse monétaire entre 2021 et 2023. Donc vous avez le tableau qui vous exprime cela. Ainsi, en janvier 2021, la masse monétaire avait cru de près de 26% aux États-Unis par rapport à janvier 2020. Et en août 2023, la masse monétaire américaine a diminué de 3,67 par rapport à celui de août 2022. L'inflation nettement refluée en 2023 par rapport à ses pics de 2022, tant aux États-Unis, où elle tend vers 3,7%, en août 2023, qu'en zone euro, où elle est descendue à 5,2%, en août 2023, avec de fortes disparités selon les États membres cependant. Ces résultats ont été obtenus dans la zone euro monétaire au prix d'une hausse des taux directeurs, c'est-à-dire les taux de refinancement de la BCE atteignant les taux les plus historiques. Et puis d'une réduction du bilan et l'arrêt définitif des réinvestissements des actifs acquis au cours des différents quantitatifs easing en dehors des rachats liés à la pandémie épargnés jusqu'en 2021. Donc vous avez les tableaux, l'évolution des taux directeurs, hein, vous voyez que ça ne fait que remonter. Après on parle des banques internationales, donc ça je passe un petit peu, on va aller sur les choses qui nous intéressent. En zone euro, les prévisions d'inflation restent élevées, d'autant plus que l'Union européenne est pleinement engagée dans le plan Next Generation EU. La mise en œuvre des politiques volontaristes en matière environnementale, au-delà de la seule réduction des émissions de CO2, aura nécessairement un effet, sur un effet prix à moyen terme, que ce soit sur l'alimentation, plan de la ferme à l'assiette, sur l'énergie ou sur l'industrie, taxe carbone aux frontières. La BCE n'est donc pas nécessairement au bout de ces hausses des taux directeurs. Alors après vous avez l'évolution du PIB, voilà, l'évolution du PIB en France. Donc là on voit le trou abyssal en 2020 et on voit que la reprise, le petit pic de reprise qu'il y avait derrière et qu'aujourd'hui c'est assez stable. L'économie française devrait connaître une croissance du PIB de 0,9 en 2023, soutenue par une croissance robuste au premier semestre. Toutefois, des défis tels que la hausse des prix de l'énergie et une demande mondiale réduite pourraient ralentir la croissance à 0,9% en 2024, 1,3% en 2025. L'inflation, après avoir atteint des sommets en 2023, devrait reculer pour se stabiliser à 4,5% d'ici la fin de l'année, avec une prévision de retour à 2% en 2025. Enfin, le taux d'endettement public de la France devrait se maintenir à environ 110% du PIB en 2025, un chiffre nettement supérieur à la moyenne de la zone euro. L'économie française a montré des signes de résilience malgré un contexte international peu favorable. Le pouvoir d'achat des ménages devrait progresser, principalement grâce à la reprise des salaires réels, en tenant compte de l'inflation. Les entreprises, quant à elles, maintiendraient une situation stable avec un taux de marge légèrement supérieur à celui de la crise d'avant Covid. Et pour ce qui est du taux de chômage, il a légèrement augmenté au deuxième trimestre 2023, malgré une croissance positive du PIB et de l'emploi. Cette hausse est due à une augmentation plus forte que prévue de la population active, également attribuée à une réaction retardée de l'emploi face au ralentissement antérieur de l'activité. Donc, le taux de chômage était de 7,2% au deuxième semestre 2023, augmenterait pour atteindre 7,8% à la fin de 2025,
Ce niveau de chômage en 2025 serait toutefois inférieur à celui observé avant la crise du Covid. Alors, les mesures de la loi de finances 2024 relatives aux collectivités. Sur la fiscalité locale, en matière de fiscalité foncière, le glissement de l'IPCH de novembre 2022 à novembre 2023 est constaté à hauteur de 3,9%, annonçant une revalorisation d'autant des valeurs locatives cadastrales, après 3,5% en 2022, 7,1% en 2023 et 4% donc en 2024. À peu près, alors je crois que ça a été figé à 3,8% ces derniers jours. Le chantier de l'actualisation des valeurs locatives est quant à lui repoussé à 2026 et on a appris qu'il était encore repoussé à 2029. Donc ces valeurs locatives elles ne correspondent plus à rien puisqu'elles datent de 1970. Donc aujourd'hui c'est ce qui pose de gros problèmes. Cette loi de finances initiale est marquée par l'empreinte de la THRS. En effet, elle introduit plusieurs dispositifs de majoration et exonération concernant cet impôt en particulier. La mesure principale du texte concerne à n'en pas douter la possibilité désormais ouverte pour les communes PCI dont le taux de THRS est de 25% plus bas que la moyenne départementale pour les communes et nationales pour les EPCI, d'augmenter leur taux de façon déliée des autres taux communaux. Vous savez qu'il y a 3 taux communaux, la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier non bâti, que quand on touche à un des taux, les 3 bougent en même temps. Donc ça, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui, quand on est dans les conditions prévues par le dispositif, de pouvoir éviter, ou tout au moins se sortir de ce dispositif. La taxe foncière n'est pas en reste dans ce texte, plusieurs mesures la concernant directement entre exonération et compensation. Dans le cadre de la politique portée sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments depuis quelques années, une nouvelle exonération à destination des logements sociaux est instituée. Les logements sociaux de plus de 40 ans faisant l'objet d'une rénovation thermique, améliorant significativement leur score énergétique, deviennent éligibles à une nouvelle exonération de taxe foncière de TFPB des 15 ou 25 ans. Cette dernière durée étant conditionnée à l'achèvement de cette rénovation dans les 3 ans à côté du 1er janvier 2024. Voilà, après il y a d'autres choses encore, après il y a des dispositifs qui ne nous concernent pas. On peut aller à la DGF du bloc communal, donc la dotation globale de fonctionnement. Cette côté dotation, le gouvernement a décidé cette année encore d'abonder plus que d'habitude l'enveloppe globale de la DGF du bloc communal avec un abondement à hauteur de 320 millions d'euros, répartis pour 150 millions sur les dotations de solidarité rurale, DSR, que l'on touche, et notamment 60% de sa fraction de péréquation, pour 140 millions d'euros sur la dotation de solidarité urbaine, DSU, sans écréter la dotation forfaitaire DF pour les communes, et pour 30 millions sur la dotation d'intercommunalité, ça nous concerne pas. La dotation nationale de péréquation, la DNP, voit une garantie de sortie être instaurée sur sa part majoration. La première année de sortie d'éligibilité de cette part à hauteur de 50% du montant perçu au titre de la part l'année précédente. Quand on sort du dispositif, on ne perd pas tout d'un seul coup, on touche 50% de ce qu'on touchait avant et l'année suivante, on perd. Le critère de revenu par habitant intervenant dans le calcul de la part cible de la DSR est remplacé par la moyenne des 3 dernières années dans l'objectif de stabiliser les bénéficiaires de cette fraction. La refonte des zonages de revitalisation rurale devrait, elle aussi, exercer une forte influence sur la répartition des dotations d'aménagement à compter de 2025. Le système de garantie des communes nouvelles est quant à lui profondément revu dans l'objectif de réinciter à la création de communes nouvelles. La dotation d'amorçage, elle est évaluée à 15 € par habitant. La dotation d'intercommunalité, ça ne nous intéresse pas. Les autres dotations, celle-là et celle-là, on n'est pas assujettis. Pour le FCTVA, donc ça c'est la fraction de TVA quand on a fait des investissements que la commune retouche avec un certain délai. Le périmètre du FCTVA est étendu aux dépenses liées à l'aménagement des terrains. Une rallonge de 250 millions d'euros est budgétée pour financer cette extension. Ensuite, on vous parle des mesures de la loi de programmation des finances publiques de 2023 à 2027. Le premier point, c'est la limitation de la hausse des dépenses des collectivités. C'était une des mesures qui cristallisait le mécontentement des représentants des collectivités, mais elle fait partie de la version de la loi de finances pour laquelle le gouvernement a engagé sa responsabilité. La trajectoire limitant la hausse des dépenses des collectivités à l'inflation moins 0,5 est donc adoptée
À date, cette trajectoire est prévue comme suit: 2% en 2024, 1,5% en 2025 et 1,3% en 2026 et 2027. Alors, on nous dit des concours financiers en hausse. C'est le second axe de cette loi par lequel l'exécutif entend contrebalancer l'effort demandé aux collectivités pour le redressement des finances publiques. La trajectoire d'évolution du FCTVA mènerait notamment ce fonds de 7 104 millions d'euros à 7 786 millions d'euros. Voilà. Ensuite, les règles de l'équilibre budgétaire. Donc, on vous dit enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est-à-dire qu'il n'est théoriquement pas possible de majorer ou de minorer artificiellement une recette ou des dépenses afin d'équilibrer le budget. Enfin, les budgets sont tenus par un principe, le préfet contrôlera en priorité l'équilibre comptable entre les deux sections et le financement obligatoire de l'emprunt par les ressources définitives de la section d'investissement. Alors, c'est là que ça devient intéressant, puisque le contexte national et international et tout ce qui touche aux lois de finances est passé. Et donc, on arrive sur les recettes de la commune. Donc, sur la fiscalité directe, le graphique que vous voyez ici vous donne l'évolution des produits fiscaux de la collectivité. Donc, vous voyez que ça progresse, mais ça progresse tout doucement. Pour 2024, le produit fiscal de la commune est estimé à 3 489 161 €, soit une évolution de 2,63% par rapport à l'exercice 2024. Comme dans le même temps, 2023, pardon. Comme dans le même temps, on a 5% d'inflation. Le levier fiscal de la commune. Afin d'analyser les marges de manœuvre de la commune sur le plan fiscal, il s'agira tout d'abord d'évaluer la part des recettes fiscales modulable de la commune dans le total de ses recettes fiscales. L'objectif est ici de déterminer les marges de manœuvre disponibles cette année sur le budget et plus particulièrement sur la fiscalité locale. Une comparaison de la pression fiscale qu'exerce la commune sur ses administrés par rapport aux autres collectivités sur le plan national est enfin présentée. Donc la part des impôts modulables dans les ressources fiscales de la commune, vous avez le tableau ici. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Non, c'est bon. On vous a remis dans les pochettes, parce qu'il y avait une petite coquille, on vous a remis la page 12, c'est celle-là, la page 12 et la page 14, parce que sur le total impôt et taxes, le 402 n'est pas bon là, c'est 0,75. Donc vous avez les nouvelles. C'est ça, c'est ça, vous les avez dans les pochettes. Donc vous voyez que les taxes foncières, on passe de 3 399 678 à 3 489 161. Attention, ça c'est des chiffres qui sont provisoires, on n'a pas encore l'état de la part des impôts qui nous donnera le chiffre exact. Là, on a estimé ce dont on sait, c'est-à-dire les 3,8% d'augmentation des valeurs locatives, mais on n'a pas touché à l'assiette, puisqu'on ne sait pas ce qui va rentrer dans cette assiette. Donc, de toute façon, sur tout ce qui est projection 2024, dans ce qui vous est présenté là, ce sont des projections à minima. C'est toujours comme ça qu'on a fait les budgets depuis des années. On n'estime pas des recettes pléthoriques qu'on n'est pas sûr d'avoir. On remet à minima la même chose que l'année d'avant, voire un petit peu en dessous, à peine au-dessus quand on sait qu'il y a déjà quelque chose d'acté en augmentation, mais sur des estimations éventuelles de recettes supplémentaires qui pourraient arriver, on ne fait pas ça. Il est plus facile de desserrer la ceinture en fin d'année s'il y a plus de recettes que de la resserrer. Si on a trop dépensé, c'est toujours comme ça qu'on a fait les budgets et ça a toujours fonctionné. Alors, en continuant, alors il y a un truc intéressant derrière, le potentiel fiscal de la commune. C'est un indicateur de la richesse fiscale de la commune. Le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient les 4 taxes directes de cette collectivité si on les appliquait aux bases communales de ces 4 taxes, le taux moyen national d'imposition dans ces taxes. Donc le potentiel fiscal de la commune est de 576,39 € par habitant. La moyenne du potentiel fiscal des communes en France, de l'ensemble des communes, est de 778,84 € par habitant. Vous voyez qu'on a un potentiel fiscal qui est nettement inférieur à la moyenne des communes derrière. Et pourtant, le deuxième indicateur que vous avez derrière,
l'effort fiscal de la commune. C'est un indicateur qui mesure la pression fiscale que la commune exerce sur ses administrés. Si celui-ci se situe au-delà de 1, ça veut dire que la commune exerce une pression fiscale sur ses administrés plus forte que les communes au niveau national. Si cet indicateur se situe en dessous de 1, la commune exerce alors une pression fiscale inférieure à la moyenne nationale. Pour la commune en 2022, donc données 2023 pas encore disponibles, hein, donc on a pu prendre que celle de 2022. Où est-ce que je suis perdu, pardon. Bon, voilà, la commune, nous, on est évalué à 1,5. Vous voyez qu'on a un potentiel fiscal inférieur à celui de la moyenne des communes françaises, mais qu'on a une pression fiscale supérieure. Ça veut juste dire que dans nos recettes, nous n'avons que de la recette fiscale de l'impôt des gens. On a très peu d'autres recettes à côté, comme des recettes économiques, avec, par exemple, une zone d'activité développée. Donc voilà, ça c'est un des gros problèmes. L'évolution de la fiscalité directe, donc vous avez le tableau qui est présent ici, donc vous pouvez regarder, et on estime que le produit tout en bas, hein, si vous allez regarder tout en bas, donc il y a l'ensemble des différentes taxes, foncière non bâtie, TH, il y a toujours de la taxe d'habitation, puisque je vous rappelle que sur les maisons secondaires, il y a toujours de la taxe d'habitation. Donc l'ensemble des trois taxes sont estimées en 2024 à 3 489 161 €, en hausse de 2,63% par rapport à 2023. Donc, vous voyez qu'on n'a pas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas les chiffres totalement officiels, on est resté sur des estimations limitées. Donc ce qui est plus difficile à faire un budget, hein, en prévoyant moins de recettes que plus de recettes, mais au moins c'est ce qui amène la sincérité du budget. La dotation globale de fonctionnement et les fonds de péréquation communale, le fonds de péréquation communale et intercommunale. Donc, on vous a... tu peux mettre le petit tableau, c'est le tableau, voilà. C'est assez parlant, vous voyez que c'est très linéaire et ça bouge vraiment excessivement peu. D'ailleurs, on peut le voir derrière, sur l'autre tableau de chiffres qu'il y a derrière, vous voyez que l'évolution de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, ce qui nous est donné par l'État pour fonctionner, donc avec donc la dotation nationale de péréquation, la DSR, la dotation de solidarité rurale, on a une progression de 0,02%. On est resté là-dessus, puisque à chaque fois dans les lois de finances, il y a marqué que le fonds est abondé, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Nous, on n'en voit jamais la couleur. Donc s'il y a un peu plus de recettes cette année, tant mieux, mais pour l'instant, on préfère partir avec des recettes, comme on vous l'a dit pour le reste, totalement minores. Le fonds de péréquation communale et intercommunale, le FPIC, bon, ben ça, c'est assez facile, c'est à 0, ça ne bouge pas. Derrière, on vous a mis une synthèse des recettes réelles de fonctionnement. Donc vous avez le chapitre 73, c'est les impôts et taxes, c'est la première ligne, avec donc les estimations, on est toujours pareil, hein, sur 2024 on est sur les estimations et le différentiel que ça montre. Les dotations et subventions, les autres recettes d'exploitation. Alors là, le chiffre, vous voyez, moins 34, il est en baisse parce qu'il y a quelques modifications dont on va devoir prendre en compte dans le budget, c'est-à-dire que tant que la Poste n'est pas dans ses nouveaux locaux, on n'a plus les loyers de la Poste, donc ça représentait 27 194 €, on retrouvera dès qu'elle aura réintégré ses nouveaux locaux. On avait, par le réméré, dont on parlera tout à l'heure, 33 600 € de recettes qui disparaissent puisque le réméré est arrivé à son terme. On avait aussi, alors c'est ça qui pèse beaucoup, mais c'est des histoires d'écriture et de rattachement, c'est pas une dette, mais c'est une grosse différence d'écriture avec EDF. Puisqu'en fait, il y a eu un moment, il y a eu un changement de marché et on a contesté pendant très longtemps, puisque les nouveaux fournisseurs nous facturaient et EDF, qui n'avait plus le marché, continuait à nous facturer. Donc on a eu des doublons de factures pendant un moment. Ça y est, donc ça rentre dans l'ordre, hein, il a fallu qu'on aille même jusqu'au médiateur.
mais il a bien été reconnu que ce n'était pas d'argent qu'on devait, mais le problème c'est qu'il faut passer les écritures, donc le temps de passer les écritures, ça donne ce différentiel de chiffres là. Voilà. Et puis, il faut aussi tenir compte là-dessus que le rebasculement des seniors sur le CCAS, puisque ça, c'est une obligation. Donc on avait passé, je vous le rappelle, tout ce qui concernait les seniors dans le budget général, de façon à avoir une vision du CCAS sur un budget que du CCAS, c'est-à-dire qu'avec la partie sociale. Et en fait, dans les textes et dans les écritures, il nous a été demandé de le rebasculer, puisque ça doit, les missions du CCAS, ce sont à la fois la partie sociale et la partie senior. Alors, ce qui est assez dommage, parce que ça permet d'avoir un budget, alors il faut aller regarder dans le détail, mais sur l'affichage de la somme du budget, le budget du CCAS n'est pas réellement rattaché que à la partie solidarité. Enfin bon, c'est les textes, c'est comme ça, donc il suffit de le faire. C'est pas problématique. Sur les dépenses de fluide, c'est la page 21, c'est la suite, oui, pardon, je vais passer le camembert. Oui, à chaque fois que vous avez un camembert comme ça retrouve ce qu'on vient de vous dire sur les tableaux derrière. Hein. C'est pour visualiser plus facilement les choses. Là, voilà, on est là. Donc ça, les dépenses de fluide, donc vous voyez que les quelques mesures qu'on a prises, à la fois sur le changement de système de chauffage à certains endroits, et puis sur le fait de faire attention, et on va être clair aussi, le fait qu'on n'ait pas eu moins 10 pendant 3 mois, font que forcément on a des dépenses qui sont moins élevées. Heureusement. Que je ne sais pas si vous pouvez regarder, mais l'énergie, électricité, chauffage urbain, regardez le pic entre 2021 et 2022, hein, on était passé de 334 000 à 655, donc ça avait fait assez mal au portefeuille. Bon, le reste, après, ce sont des choses qui sont stables. Juste le bon de 80 000 en 2022, que vous pouvez voir sur le tableau, voilà. Sur l'eau et l'assainissement, c'était une fuite à l'école de musique du Valdi où on a eu un surplus de consommation de 35 000. Veolia nous a, après cette bagarre, nous a fait une petite ristourne de 3 400, 3 500, 3 400 euros sur 35 000. Bon, c'est toujours ça, mais voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Le diagramme suivant, c'est sur les charges de personnel. Donc, vous voyez que là, c'est aussi quelque chose qui nous ravit, c'est qu'on arrive à excessivement bien maîtriser les charges de personnel. Donc malgré l'augmentation du point d'indice qu'il y a eu, etc., ça c'est totalement normal pour suivre l'inflation. Surtout qu'on a quand même une grosse partie et un nombre important de salaires sur le personnel de la commune, qui ne sont pas des gros salaires, donc qui étaient quand même directement impactés par les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc c'est bien que cette décision nationale ait été prise. Bon, après, il faut l'assumer, hein, mais bon, là-dessus, c'est normal, on n'a pas de souci. Vous voyez une hausse un petit peu importante sur 2024, parce qu'on aura en équivalent temps plein l'ensemble des cadres de la collectivité, parce qu'on avait un trou à la direction enfance jeunesse, donc ça c'est été recruté, et puis au page, et puis surtout, on aura en année pleine l'impact des 2 nouveaux policiers municipaux, qui passe le nombre de PM à 4 au lieu de 2. Mais vous verrez sur les stats qu'on est nettement en dessous des communes de notre strate sur le pourcentage, enfin nettement, on est en dessous, ce qui dénote une bonne gestion de ce côté-là. Le diagramme suivant, c'est les parts de dépenses de fonctionnement rigides dans la commune. Vous voyez ce qui est en bleu, en haut, ce sont les dépenses qui sont incompressibles. C'est toutes les obligations que l'on doit assumer. Et bon, vous voyez que c'est assez stable. Donc il y a juste les dépenses les charges de personnel, dont je vous disais qu'elles ont augmenté un peu, qui nous font que la première ligne augmente de 2%. La synthèse des dépenses réelles de fonctionnement, donc ça vous avez le diagramme, on va regarder le tableau financier derrière. Donc vous voyez que les charges de gestion courantes, on va pouvoir baisser un tout petit peu. Les charges de personnel, donc je vous disais l'augmentation, on passe de 3 428 645 à 3 592 000. Les atténuations de produits, ça ne bouge pas. Les charges financières, c'est un petit peu en baisse.
et les autres dépenses, voilà. Alors on a un pic prévisionnel en 2024 parce que ce sont les obligations de passage à la M57 où on a des provisions pour risques à assurer, c'est sur en particulier les impayés, etc. Donc on aura aussi intérêt sur les admissions en non-valeur à les passer parce que c'est ce qui nous fait augmenter derrière ce système de provision. Donc plus les créances qui sont irrecouvrables sont abandonnées et disparaissent de nos comptes, et plus la provision pour risque rediminue. Le diagramme suivant, c'est sur l'endettement de la commune. Donc l'encours de la dette, là vous avez le tableau avec le graphique. Donc vous voyez que petit à petit, l'encours de la dette se réduit, puisqu'on est passé donc de 2021 de 7,6 millions à 6,4 millions en 2024, et qu'on continue la baisse. Alors ça a été aussi possible de les réaliser grâce aux différents rachats d'emprunts qu'on a fait au moment où les taux étaient intéressants. Voilà, c'est aussi pour ça que vous avez eu sur 2022 l'annuité, le chiffre qui était important, puisque au moment où on a fait les rachats, on a eu sur la même année la mensualité et la nouvelle du rachat, et c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir tranquillement avoir ces chiffres qui baissent. Le chiffre suivant, c'est la capacité de désendettement de la collectivité, donc ça c'est très très important, parce que vous voyez que la ligne rouge, c'est le seuil d'alerte, où on met plus de 15 ans. Si on devait rembourser notre dette, on devrait mettre plus de 15 ans. Là, aujourd'hui, en 2022, on était redescendu à 8 ans, et on redescend, à 9 ans, pardon, et on redescend à 8 ans, pardon, en 2023, donc on verra en 2024, mais ça doit continuer, et on est bien en dessous du seuil d'alerte, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Sur les investissements, donc on va vous parler sur ce tableau-là qui suit, voilà. C'est pareil, du taux d'épargne brute. Alors, bon, il y a le rappel des dépenses, enfin des chiffres au-dessus, mais ce qui est important, c'est d'aller voir ce qui est en rouge, c'est-à-dire l'épargne brute qui progresse nettement, avec le taux, ce taux qui progresse aussi. L'amortissement de la dette, donc en 2022, hein, les 800, je vous rappelle, c'est l'histoire du doublon. Et donc l'épargne nette, ça, c'est un chiffre qui est vraiment important pour la commune, parce que ça dénote sa bonne santé. Donc vous voyez qu'en 2021, on était à 91. Alors en 2022, il ne faut pas trop tenir compte du chiffre, parce qu'effectivement, il était perturbé par les amortissements de la dette au-dessus qui étaient plus importants. Et donc on retrouve en 2023 cette capacité qui est intéressante. Et on le retrouve sur un autre graphique qui est juste derrière et qui est super important, c'est l'épargne brute et l'effet ciseau. Donc les deux courbes que vous voyez, la rouge, c'est les dépenses réelles de fonctionnement, et la bleue, c'est les recettes réelles de fonctionnement. Donc ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est quand les dépenses de fonctionnement se rapprochent dangereusement des recettes de fonctionnement, et là où c'est la catastrophe, c'est quand les dépenses de fonctionnement dépassent les recettes de fonctionnement. Donc là, vous voyez que les deux courbes, plutôt que de s'en rapprocher, tendent depuis 2021 à réécarter et reséparer, et c'est aussi une preuve de bonne santé. Le taux d'épargne brute, ben, vous l'avez aussi derrière sur cette courbe-là, donc vous voyez que là, le seuil limite à 7%, on était en dessous en 2021, et qu'on a commencé à reconstruire une bonne santé de la collectivité, puisqu'on était au-dessus à la fois du seuil d'alerte, parce qu'il y a un premier seuil d'alerte qui est la courbe jaune en haut, et un seuil limite en dessous duquel il faut vraiment éviter de descendre, et donc on est repassé au-dessus des deux, donc ça c'est excellent. Le graphique suivant vous donne aussi, bon ça c'est ce que vous avez vu sur le tableau, hein, c'était les moins 91, les moins 40 et les plus 431 sur l'épargne nette. Sur les dépenses d'équipement, le tableau suivant, donc ce tableau présente le programme d'investissement 2023 additionné à d'autres projets horizon 2024 afin d'avoir un aperçu des perspectives d'investissement.
Donc vous voyez que les dépenses totales d'équipement en 2023 étaient à 485 249 et qu'elles sont à 2 454 623 alors moi je n'ai pas les mêmes chiffres, pardon. On est sur... Non, peut-être à l'étranger. Voilà, c'est celui-là. 2 454 623 en 2024 pour les dépenses d'équipement. Alors ensuite, ça c'est la partie la plus importante. Ce sont les besoins de financement pour l'année 2024. Donc à aujourd'hui, ce sont des prévisions et des objectifs, comme je vous l'ai dit, puisqu'on n'a pas encore la totalité des chiffres qui vont nous permettre de faire le budget prévisionnel. On a encore un petit peu de temps et on espère que l'État surtout ne tardera pas à nous les donner. Donc vous avez ce premier tableau qui vous parle des dépenses d'investissement. Donc voilà, je vous laisse regarder les chiffres. Hein. Donc on a les dépenses d'investissement pour 2024 qui seraient prévues à 2 916 602. Et puis donc le tableau suivant qui vous donne le solde. Donc ce qui est intéressant ici, ce sont les recettes d'investissement qui sont prévues à 2 120 000, le résultat qui s'additionne à ces futures dépenses, qui est le résultat de l'année dernière, et donc qui vous donne cette possibilité d'investissement à 2 916 602, comme vous l'avez vu en face, sur le tableau d'avant. Bon. Sur une petite indication aussi, c'est le tableau d'après, sur les ratios de la commune. Alors ça c'est un chouille technique, mais on s'est remis à côté les ratios de la strate. Donc vous voyez par exemple pour la DRF, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant en euros, nous étions à 1 060,85 € en 2023 et on prévoit 1 049,86 € en 2024. Pour notre strate, la moyenne de notre strate c'est 944. Vous voyez qu'en dépenses réelles de fonctionnement, on est un peu au-dessus de la strate. La fiscalité directe par habitant, on était à 540,4, on sera probablement, ça c'est encore une estimation, à 575, et la fiscalité directe par habitant dans la moyenne de la strate est 517, donc on est aussi légèrement au-dessus. Attention, dans les strates, nous on est dans une strate qui va de 3 500 à 10 000, de 5 000 à 10 000 habitants, et donc on est à 6 500, donc on est plutôt dans le bas de la strate, donc on est désavantagé par ça, hein, aussi. Voilà, après donc, ce sont d'autres chiffres. Donc à aujourd'hui, dans les orientations budgétaires que l'on peut dire ce soir, c'est qu'en matière de fonctionnement, le but de la manœuvre est de continuer à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, justement pour rester dans ces plafonds-là. Pourquoi? Parce que maîtriser les dépenses de fonctionnement, ça nous permet de garder des dépenses de fonctionnement qui sont inférieures aux recettes de fonctionnement et qui nous permettent de dégager du résultat pour pouvoir investir. C'est comme ça que ça fonctionne l'année suivante. Plus on dégage du résultat, plus on a une capacité à alimenter la section d'investissement l'année suivante. Donc dans l'objectif c'est ça, alors avec les 2-3 choses que je vous ai dit, hein, donc l'augmentation de charges de personnel qui viendra se greffer. Et ensuite, pour la partie investissement, la priorité, et c'est ce qu'on fera cette année de toute façon en priorité, c'est le terrain de foot synthétique. Alors j'ai pas encore piste d'athlétisme avec et l'éclairage. On n'a pas encore les chiffres parce que le marché est en cours d'analyse. Nous, il avait été prévu de budgéter 1 million hors taxe, soit 1 million de TTC sur le terrain. Et puis on a d'autres investissements à côté. Vous verrez derrière, il y a des délibérations sur de l'éclairage public, etc. Des choses qui ne seront pas forcément cette année, mais pour lesquelles il faut qu'on demande les demandes de subventions. Donc après, il y a tous les petits investissements qui sont courants, je dirais, dans l'entretien des écoles, des choses comme ça à droite à gauche. Et puis, on a des demandes des services sur des changements de véhicules, sur de la voirie, etc. Pour l'instant, on laisse tout dans le budget.
on équilibrera le budget en faisant des arbitrages, il y a forcément des arbitrages à faire, mais la priorité, le dossier qui ne subira pas d'arbitrage, ce sera le terrain de foot synthétique qui doit être réalisé dans l'été. Voilà un petit peu les orientations budgétaires que pour le budget de la commune, je pourrais vous donner. Donc, le rapport étant présenté, maintenant, je laisse la parole à l'ensemble des conseillers pour ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Donc, pour information pour le public, le débat doit permettre d'entendre et d'écouter les propositions des uns et des autres, de façon à pouvoir derrière présenter un budget qui soit en adéquation le plus possible avec les attentes des uns et des autres. Voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole est ouverte. Alors, je prends la parole. J'aurais quelques remarques et quelques explications à avoir sur l'Europe qui vient d'être présentée. Donc déjà, vous avez insisté sur le fait qu'on avait une pression fiscale importante. Donc, au vu de l'Europe, il est mentionné que les impôts n'augmenteront pas. Donc j'espère que ça sera une réalité. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Ok. En page 18. Sur les autres recettes d'exploitation, on a remarqué une forte baisse. Donc vous avez parlé du réméré et le loyer qui venait en moins. J'ai chiffré ça à peu près à 58 000 €, mais la différence est bien plus importante. Donc je voulais savoir d'où venait cette différence. Alors, je peux donner la parole à Madame Roland, notre responsable des finances. Oui, il y a 300 000 € de rattachement EDF. Oui, c'est la problématique dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on était rattaché sur l'ensemble de l'exercice. C'est la problématique du marché EDF qui est, depuis 2021 en fait, ils n'ont pas tenu compte de nos demandes de séparer notamment le centre médical et le CCB qui sont pas en taxe. Donc on a bloqué les factures et on a dû les rattacher. Ça s'est solutionné cet été par une intervention du médiateur et les prélèvements, tout est régularisé début 2024 seulement. Donc on a été obligé quand même de rattacher encore tout ce qu'on devait depuis fin 2021. En page 20, les charges à caractère général donc, diminuent de manière importante. Donc, quels services vont subir ces baisses? D'autant plus qu'on sait que les flux vont continuer à augmenter, et qui sont une grosse partie de ces charges à caractère général. Donc, ça, c'est une question qu'on se pose. Alors c'est très simple, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour l'instant, on fait toujours, nous, les prévisions budgétaires, on a fait depuis longtemps, tu le sais, les dépenses à minimum. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui, avec les chiffres que l'on a et ce que l'on sait, on pense que nos dépenses seront ça. C'est particulièrement dû, et on l'a vu tout à l'heure, hein, si on regarde juste la page d'après, les dépenses de fluide, en partie, il n'y a pas que ça, mais ça en fait une grosse partie. Je ne partage pas votre analyse, mais on verra dans le budget ce que ça donnera. C'est des choses que je n'ai pas changées sur l'Europe, mais c'est toi qui les as fait. Hein. Non, c'est pour moi qui fait ça. Et monsieur Pinturier, j'aimerais que vous me voyiez, parce que seuls mes amis et ma famille me tutoient, s'il vous plaît. Allons-y. Ensuite, sur les dépenses du personnel en page 22, on note une augmentation d'environ 160 et quelques mille €. Donc on a le personnel en année pleine qui va être pris en compte. On a eu le point d'indice qui a augmenté de 5 points au 1er janvier. Donc mon analyse à moi, c'est que le montant est sous-évalué. Ben, c'est votre analyse, mais c'est pas la nôtre. Alors, on verra sur le BP. On verra. Sur les dépenses faites de fonctionnement rigide, j'attire simplement l'attention qu'on avait initié une baisse et une quasi-stabilisation en 2023, et qu'on repart à la hausse en 2024. Donc les dépenses rigides, ce sont les dépenses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Ce sont des choses figées qu'on est obligé de payer. Donc l'augmentation des dépenses rigides, c'est un peu problématique pour le commune.
Donc pareil, là, je rebondis à nouveau sur les charges de gestion qui diminuent. J'espère que ce n'est pas sur les fluides que vous avez fait cette baisse de charges, parce que ça serait une erreur à mon avis. Concernant la dette, alors je voudrais rectifier une erreur que vous avez communiquée là, tout à l'heure sur le fait que le capital diminue entre 2022 et 2023. C'est pas lié aux renégociations, mais c'est lié au remboursement du réméré qu'on a fait en 2022. Et pour finir, le point en page 32, alors c'est peut-être simplement une erreur de frappe, c'est moins 67 000 sur la dernière ligne au niveau du sol, ou plus. C'est moins puisque c'est pas équilibré. Voilà, pour l'instant c'est pas équilibré, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Non, parce que vous avez dit en prenant le total, ça faisait le montant de 2 916 000, ce qui n'est pas le cas. Merci pour cette précision. Et au niveau des ratios, je trouve ça un peu dangereux quand même que le ratio 9 repasse au-delà des 100%. On avait initié pareil une baisse passant de 100% à 93%. Et on repart à 103% pour le 9 et pour le ratio 11. Et le ratio 11 qui repasse à 106%. Donc c'est forcément, puisque ce ne sont que des prévisions et qui ne sont pas les choses réelles, puisqu'on vous a expliqué comment on avait construit le budget. Mais vous avez le droit de dire, il n'y a pas de souci. Aucun problème avec ça, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur la ligne? Oui, vas-y. Oui. Du coup, ce budget, s'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, s'il n'y a pas d'emprunt, et qui permet éventuellement la construction et la mise en place de ce caractère synthétique qui est tellement attendu par les associations, ça serait une bonne chose. Cependant, vous avez dit que les recettes fiscales allaient faiblement augmenter, mais je rappelle qu'elles ont fortement augmenté en 2021 et que ça représentait une ressource supplémentaire pour la commune depuis quasiment 600 000 € et qu'on a un taux d'imposition malgré tout qui reste quand même assez élevé. J'aurais aimé savoir si vous envisagez également de faire des choses sur les Jeux Olympiques, parce que ce serait bien que la population puisse aussi profiter de ce moment festif, et donc ça nécessite éventuellement d'engager des dépenses un petit peu. Donc, alors, je vais rectifier une petite chose. L'augmentation des impôts que vous avez cité tout à l'heure, la somme de 600 000 €, vous êtes à côté de la plaque, c'était environ 390 000, peut-être 400, mais l'augmentation de ces ordres-là. Et vous avez bien vu que la même année, nos dépenses d'électricité et de chauffage avaient progressé de 333 000. Donc en fait, ça n'a absolument pas apporté. Cette malheureuse pression fiscale, comme on est d'accord avec vous, est malheureusement passée entièrement, quasiment, dans les dépenses de chauffage et d'électricité et pas dans une capacité financière supérieure pour la commune de faire plus de choses qu'elle n'en faisait. Et sur les Jeux Olympiques, oui, je vous rassure, il y a un partenariat avec une association liée au handicap. Je te laisse. Excusez-moi, c'est pas qu'une association, en fait, c'est plusieurs associations qui vont se mettre ensemble pour effectivement faire une animation sur les Jeux Olympiques, donc fin septembre, puisque comme vous le savez, le but c'est quand même de construire le terrain synthétique, donc le complexe sera pris par les travaux, ce qui va être difficile de faire quelque chose sur le complexe pendant les travaux du terrain synthétique, donc c'est pour ça qu'on va le faire fin septembre. Et c'est vu avec l'association de Bois et Grillon. Et merci pour son organisation, parce qu'ils sont très impliqués, et j'invite toutes les associations à les rejoindre dans cet événement qui va être quand même quelque chose de très sympathique. Et qui s'appellera les Olympiques. Les Olympiques. C'est où qu'on trouve. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce budget, d'autres propositions, d'autres analyses? Non? Alors, donc je vous rappelle, il faut qu'on prenne une délibération juste pour acter, donc ça ne parle pas du contenu, hein, c'est le budget qui votera avec le contenu. Cette délibération est là pour acter que le rapport a bien été présenté à l'Assemblée et que le débat, donc les échanges des uns et des autres, ont eu lieu. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous proposer de passer donc, au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors,
Donc, Madame Moine pour 2, Monsieur Ferreira pour 1, Madame Jolin pour 1, Madame Pulisac pour 2, Monsieur Thierry-Lemaire pour 2, Madame Michel pour 1, Monsieur Baudrier pour 1, Monsieur Cogent pour 1 et Madame Godard pour 1. Est-ce qu'il y a des abstentions? Et donc pour le reste, ça fait 13 avec les... Donc le conseil municipal a donc pris acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire sur la commune. On va passer au point suivant, le numéro 6, et ça c'est celui du centre médical. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais vous faire grâce du contexte national et international que je viens de faire. Ça évite de le refaire, si tout le monde est d'accord. À l'opposition, est-ce que passe ce truc-là? Alors, le budget du centre médical, il est un petit peu plus simple, puisqu'en fait, le centre médical ne lève pas d'impôt, lui. Il vit avec les loyers et la dotation communale qui lui est allouée. Alors, on va le dire maintenant. Voilà. Donc, les recettes du centre médical, donc vous voyez que les recettes d'exploitation, donc ça c'est les loyers, si je ne dis pas de bêtises. En 2021, on était loyer et charges. On était à 48 415 et on atteindra en 2024, suivant les prévisions, 105 605. Donc c'est une progression importante. C'est dû à une hausse des dépenses de fonctionnement. Alors il y a aussi l'histoire d'EDF de 2021 à 2023 qui viennent en rattachement sur 2024 et qui tournent la chose. Et puis il y a plusieurs raisons. Il y a des choses qui sont rattachées, entre autres la légionellose, c'était une facture globale avec les autres bâtiments de la commune. Donc on réaffecte sur 2023, on réaffecte en 2024 cette partie-là. Pareil pour l'assurance LASMAC à hauteur de 1 400 €. Et puis pareil, on est obligé de faire des provisions pour des annulations de titres en attente du régule des praticiens, parce qu'on a quelques retards avec eux. La prise en charge du déficit, pour vous donner une idée, l'année dernière était à 50 750, elle sera probablement à 54 000 cette année. Dans ce dispositif-là, dans la prévision budgétaire, nous n'avons pas intégré, nous n'avons normalement, puisqu'on a eu le rapport écrit mais on n'a pas encore signé le bail, des nouveaux praticiens qui arriveront dans le local des kinés, donc 2 ergothérapeutes et normalement une autre kiné, qui devrait arriver en septembre, puisque les ergothérapeutes fonctionnent beaucoup avec les années scolaires. Donc, elles avaient réfléchi à venir dans le courant de l'année et elles nous ont dit qu'elles viendraient plutôt à la rentrée. Donc ce sera des recettes de loyer et qu'on n'a pas intégré dans le budget, puisque pour l'instant rien n'est signé, rien n'est sûr. C'est des prévisions. Donc, si on a certains cas, tant mieux, ça diminuera la participation de la commune, mais pour l'instant, on ne les a pas pris en compte. Donc vous avez le graphique suivant, c'est les dépenses réelles de fonctionnement. Merci. Alors, avec le tableau de chiffres en dessous, donc les charges à caractère général, vous voyez qui entre différents tours des années augmentent. On passe de 2021 à 26 258 à 53 448 en 2024. Les charges de gestion, ça ne bouge pas trop. Donc voilà, vous avez un tableau qui vous montre tout cela. Les dépenses de fluide, qui elles grimpent. Alors, c'est toujours la même sur si on regarde le tableau, voilà, sur l'électricité chauffage, passer de 12 à 20, c'est la fameuse régule dont on vous a parlé aussi tout à l'heure, qui s'applique aussi au centre médical. Ensuite, vous avez la part des dépenses réelles, les dépenses réelles de fonctionnement rigides, on parlait tout à l'heure. Donc là, vous voyez que ça, c'est plutôt pas mal. La synthèse des dépenses réelles de fonctionnement. Alors, on va aller sur le tableau chiffré. Les charges de gestion, les charges de personnel, il n'y en a pas, les annuités, il n'y en a pas, les charges financières. Qui baisse un petit peu, mais ça c'est normal au fil du temps. Et donc on a un total de dépenses de fonctionnement estimé à 61 870 contre 32 000 en 2021.
L'endettement du centre médical, parce qu'on a rattaché les emprunts qui étaient liés à l'exercice, qui, pareil, qui baissent petit à petit, puisqu'on était l'encours de la dette à 611 355 en 2021, et pour atterrir à 496 840 en 2024. Donc quand les emprunts du centre médical avaient été faits, je vous rappelle le but de cet équipement, c'est qu'on risquait d'avoir, avec le départ de plusieurs médecins, des fuites de personnel, de personnel médical, et la volonté de certains de se regrouper, et que on avait estimé que l'argent public pouvait être utilisé pour à la fois les garder, même si c'est des activités évidemment privées et libérales, les garder sur la commune et pouvoir les développer. Si j'ai bonne mémoire, il devait être 6 ou 7 au départ, aujourd'hui on est à 14, donc on a quand même excessivement bien développé l'offre prévue pour les habitants. Après, je le concède, la difficulté des médecins, c'est très compliqué à en trouver. On a pallié un petit peu avec l'intercommunalité qui vient faire des piges du centre médical de santé de Fresnes, qui vient un jour et demi par semaine, il y a un jour de médecin et une demi-journée de sage-femme, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, donc c'était dans cette optique-là que cet équipement avait été fait et ce pourquoi on avait investi dans le temps. Bon, la capacité de désendettement du centre médical derrière, c'est effectivement, ça parle un peu, mais c'est très intéressant. Sur les investissements, derrière l'épargne, donc vous avez l'épargne brute et puis l'épargne nette qui nous permet de retrouver une capacité un petit peu d'investissement. Bon, il n'y a pas grand-chose de prévu hormis de la maintenance, tout est encore assez neuf dedans. Donc là, en matière d'investissement, il n'y a pas de grosses dépenses d'investissement qui sont prévues. On retrouve sur le diagramme le côté intéressant de l'effet ciseau qui nous montre bien qu'on est plutôt dans une pente intéressante. Et la même chose pour le taux d'épargne juste derrière. Voilà, on retrouve des chiffres qui sont assez parlants. Voilà, sur les dépenses d'équipement, on a des dépenses d'équipement à hauteur de 47 944, donc je ne dis pas de bêtises, même voilà. Ça c'est... C'est l'équilibre, c'est le résultat positif du CSI, parce qu'on est en CSI, commune, centre médical, compte de gestion, oui. compte administratif. Oui, alors ça c'est une information à donner. Vous verrez, cette année, on a fait partie des communes qui sont choisies. Avant, on faisait voter au conseil municipal le compte administratif et le compte de gestion, et celui du trésorier et celui présenté par le maire. Aujourd'hui, on sera en CFU, c'est un seul document, d'ailleurs qui nous est envoyé par la trésorerie, et qui regroupe, ça fait partie de la réforme de l'année 57, etc. Et c'est plus lisible et plus facile à comprendre. Voilà, après, donc vous avez là sur le centre médical les besoins de financement pour l'année 2024, c'est surtout le fonctionnement. Et c'est à peu près tout, puisqu'il n'y a pas de dépenses d'investissement de prévu. Ou à la marge, vraiment, pour faire de la petite réparation. Voilà, à vos commentaires, demandes, explications. Ça fait pas mal de temps que je vous demande d'avoir accès aux comptes du centre médical et que j'ai toujours pas eu les comptes administratifs, et que c'est important pour l'adhésion à la politique, à la transparence, d'avoir un minimum de transparence là-dessus, et on est toujours en attente de ces comptes. Par ailleurs, ça fait aussi très longtemps qu'on vous a demandé les factures et les devis des travaux qui avaient été réalisés pour la kiné, et que nous n'avons toujours jamais obtenu. Et donc aujourd'hui, voter sur un débat d'orientation budgétaire, principalement sur un centre qui a eu quand même à financer d'importants travaux dont nous n'avons absolument eu aucune facture, aucun devis, c'est quand même bien regrettable. Et par ailleurs, j'avais également une question, est-ce que vous avez prévu une augmentation des loyers cette année ou pas?
Alors, l'augmentation des loyers prévue dans le bail depuis toujours, elle est en fonction de l'indice de la construction. Donc, il n'avait pas été appliqué jusqu'à maintenant, il a été de, je sais pas combien, assez faible, donc on l'a appliqué cette année pour la première fois. C'était d'ailleurs plus ou moins prévu et en accord avec les praticiens, qu'au départ, on laisserait le loyer au prix qui avait été décidé au départ, et qu'au fur et à mesure du temps, on augmenterait. Parce que la grosse difficulté, la grosse bêtise à ne pas faire, alors ce ne sera pas le cas, ne voyez pas dans mes mots une préparation à une augmentation d'impôts sur la commune, c'est pas ce que je dis, mais quand vous ne le faites pas pendant un certain nombre d'années, au moment où vous le faites, le rattrapage est excessivement violent. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure d'augmentation de la fiscalité sur les impôts de la taxe foncière, ne les ayant jamais augmentés depuis 2008 jusqu'au moment où on a été obligé de le faire, sinon on aurait réellement eu un problème au niveau budgétaire. Si on avait uniquement augmenté la taxe foncière, en dehors de la valeur locative qui est une décision de l'État, si on l'avait augmenté de l'inflation, il aurait fallu augmenter de 21%. Nous n'avions augmenté que de 7%. Vous voyez que vous êtes au bout d'un moment, il est excessivement gentil de dire il faut pas augmenter, il faut pas augmenter, mais tout augmente malheureusement, et au bout d'un moment, si on veut conserver le même niveau de service, alors après c'est un choix, hein, on peut baisser l'offre de service si on ne veut pas augmenter les dépenses. Et quand les dépenses augmentent, si vous n'augmentez pas les recettes, ça fait un effet ciseau, comme on vous a montré sur le tableau derrière, et c'est excessivement bon. Alors, je ne vais pas répondre à votre question là, parce que j'y réponds tout à l'heure sur les documents, vous me l'avez posé dans les questions, donc je vous répondrai tout à l'heure là-dessus. Effectivement, vous allez avoir les documents. Alors, sur les travaux, vous les avez déjà eus, hein, puisque vous avez eu le grand livre de l'époque où il y a eu les travaux de fait. Alors, mais à l'époque, on n'avait pas de budget communal encore. On n'avait pas de budget du centre médical. Donc il me semble que les investissements étaient sur le grand livre de la commune. Non, je dis une bêtise ou pas? Oui, puisqu'en 2016, le budget a été créé qu'en 2017. C'est ça, puisqu'on a eu C'est ça, on a eu la problématique de rattachement à la fois de l'emprunt et des investissements derrière qui étaient compliqués, parce qu'en plus de ça, il y en a qui étaient plutôt cassés, d'autres de leur taxe, si je ne veux pas dire de bêtises. Pour la construction initiale. Oui, pas pour ce dont vous parlez, plus c'est l'extension qui a eu lieu après. Donc ça effectivement, c'était sur le budget du centre médical, c'était pas sur le budget général. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, ou est-ce qu'on peut passer à la prise d'acte de la tenue du débat, de la présentation et de la tenue du débat? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, moi je m'abstiens. Alors, une abstention. Deux? Alors deux? Oui, deux. Deux abstentions. Moine. Et donc, adopté. Merci. On va passer à la délibération suivante. Et c'est Sébastien Mec qui a répondu. Mandatement du Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne pour la mise en concurrence d'un marché d'assurance des risques statutaires arrivant au 31 décembre 2024. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le Code de la commande publique, vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 1986, pour l'application de l'article 26, alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion en date du 22 juin 2023 relatif au lancement d'un appel d'offres pour un nouveau contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2025 d'une durée de 6 ans. Considérant l'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaires garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Considérant le centre départemental de gestion peut souscrire un tel contrat pour le compte de la collectivité en mutualisant les risques après mise en concurrence, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise Monsieur le maire à donner mandat au centre départemental de gestion afin de souscrire pour son compte des conventions d'assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d'une compagnie d'assurance agréée. Cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la mutualisation. Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes. Durée du contrat 6 ans à effet du 1er janvier 2025. Régime du contrat, capitalisation. La collectivité souhaite garantir les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNR ACL. Merci, c'est vrai. Donc une petite précision, on l'avait déjà, cette chose-là. Le contrat était sur 4 ans avant et il passe sur 6 ans. Donc ça peut vous paraître loin, c'est pas une erreur, le 1er janvier 2025, parce que c'est un appel d'offres qui risque d'être assez long à mettre en place et assez long à analyser. Donc voilà, le centre de gestion nous demande de prendre les délibérations rapidement pour pouvoir tranquillement pouvoir faire cet appel d'offres. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux. La délibération suivante, c'est Nathalie Nicolas-Nelson, le rapporteur. Renouvellement convention d'adhésion avec l'association Ciné Rural 60. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 16 en date du 20 juin 2018 portant signature d'une convention de partenariat avec l'association Ciné Rural 60 pour la gestion des séances de cinéma au pôle culturel, considérant la nécessité de renouveler la dite convention, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la nouvelle convention d'adhésion avec l'association Ciné Rural 60 et l'association Relais, les Amis du Foin au Brunier. Alors, une petite précision, donc la cotisation jusqu'à maintenant était de 1 500 €, elle augmente cette année, elle passe à 1 725. Donc pour rappeler au conseil municipal le fonctionnement du cinéma, donc la commune paye cette cotisation, met à disposition la salle et le matériel. L'association Les Amis du Foin s'occupe de la réception des gens, du placement, de l'ouverture du centre culturel et de la vente des places, mais elle ne touche pas la recette de la vente des places, puisqu'il y a quelqu'un de Ciné Rural qui vient pour passer des films, et il arrive avec la mallette de tickets, et il repart avec la mallette de tickets, moins les tickets vendus, et avec en face la recette qui correspond. Donc c'est aussi une question que j'avais tout à l'heure des habitants. Est-ce qu'on peut passer à la réservation du cinéma par Internet? Eh bien non, malheureusement, puisque par rapport aux spectacles communaux qui, eux, ont une régie de paiement, puisque c'est la commune qui perçoit l'argent, là c'est l'association qui perçoit l'argent, donc malheureusement, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Ou est-ce qu'on peut la mettre au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci beaucoup pour les gens qui y vont, puisqu'il y a quand même pas mal de monde et ça fonctionne bien. La délibération suivante, c'est Tidiane Boucal. Approbation du programme des travaux d'éclairage public 2024 et délégation de la maîtrise d'ouvrage au CIR. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune de Saint-Potu est adhérente au CIR, considérant que nous avons actuellement sur la commune 380 candélabres équipés de lampes LED et 583 candélabres équipés de ballons fluo, considérant que le projet de travaux d'éclairage public visant à équiper en lampe LED tous les candélabres pourvus de ballons fluo, soit 583 candélabres, considérant que le changement de lampe devrait générer une économie financière d'environ 38 000 € par an, ainsi qu'une réduction des émissions de CO2, considérant la possibilité de solliciter des subventions DGR, Fonds Vert, région, vu l'exposé de rapporteur,
conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux 2024 visant au remplacement de plusieurs points lumineux. Délègue la maîtrise d'ouvrage au SIER concernant les travaux sur les réseaux d'éclairage public. Demande au SIER de lancer les travaux de rénovation du parc d'éclairage public. Donne pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents relatifs se référant aux travaux d'éclairage public. Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'année de réalisation des travaux. Merci. Alors, quelques précisions. Donc ça, c'est les demandes qui nous rendent éligibles à la demande de subvention. Donc il faut prendre cette délibération aujourd'hui. Sur le SIER, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7 communes qui ont prévu de faire des travaux, et on a mutualisé les demandes donc, de subventions dont on vous a parlé, DETR, Fonds Vert et Région. Et la délibération qui suit, pareil, il faut s'engager à réduire, alors je le dis tout de suite avant qu'on la lise, l'abaissement de 80%, donc ça peut faire peur, c'est 80% de la puissance. Et sur les éclairages LED, ça n'a qu'une incidence très faible sur l'éclairement. La puissance dans les LED et la qualité d'éclairage au sol, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc n'entendez pas par 80% de baisse de la luminosité. C'est pas du tout ça. Mais vous le verrez, on a fait un rapide calcul. Aujourd'hui, sur les 3 demandes de subventions groupées, on est, si je vous dis 6 ou 7 communes, donc ça fait une enveloppe intéressante. Sur la DETR, le Fonds Vert et la région, on peut aller jusqu'à 60 ou 70%, voire 80% dans les bons cas de subventions. Aujourd'hui, le devis qu'on a pour changer, nous, l'ensemble des 583 lampe, il est à 372 485,83 €, 446 000 TTC. Donc ça ferait un reste à charge qui serait aux alentours de 100 000 € pour la commune, mais une économie chaque année de 38 000 €, avec la capacité aussi de pouvoir allumer tous les candélabres. Et donc ça ferait qu'en à peine 2 ans et demi, 3 ans, l'investissement serait rentabilisé. Donc on vous a précisé dans la délite que les travaux nécessaires seront inscrits au budget de l'année de réalisation, parce qu'il y a peu de chances que l'ensemble des demandes, on ait l'ensemble des résultats pour l'inscrire au budget de cette année. Et si on veut pouvoir éventuellement le faire en 2025, il faut pouvoir l'inscrire, faire les demandes aujourd'hui. Vous savez commencer dans les subventionnements, c'est toujours excessivement long. Voilà. Donc, alors, on va passer. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Déjà, les demandes de subventionnement ont déjà eu lieu, puisque c'est passé par l'intermédiaire du CER, donc c'est en cours. Mais dans les dossiers, pour qu'ils soient complets, il faut cette délibération-là et la suivante. Quand vous dites environ 100 000, alors quand on arrive à 140 000, pour vous c'est environ 100 000, la charge de la commune? Non, si on est à 80% de subvention, oui. On est, vous faites les calculs. Hein. Je vais le faire. Parce que là, on est subventionné sur leur taxe. Oui. Donc 20% de 372 000, on est à 70 000. Oui, mais après le oui. Oui, donc à la charge de la commune, c'est 140 000 et 500 000. Ça fait 80%. Et quand on dit qu'on va faire une économie de 38 000 €, j'en suis ravi, mais ce chiffre, il vient d'où? Alors, il vient, c'est une estimation qu'on a eue. Où est-ce qu'on a vu ce truc-là? Si, c'est ça, on l'a vu dans ces documents-là. C'est le cabinet, merci. C'est le cabinet qui suit le CIER. Alors, c'est des demandes qui ont été faites. Alors, si, c'est la commune de. Qui a déjà fait ça. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Alors, c'est une estimation qui a été faite. C'est la société qui fait les travaux. La puissance totale consommée par an pour l'opération en kilowattheure par an. On est à 267 260 000 kWh par an. Avec en SHP, et si on passait en LED, on serait à 76 692. Donc quand il faut le cumul par an, ça donne sur une base de 4000 heures, soit une année à peu près de fonctionnement, eux nous disent que ça fait de 38 113 €
d'économie. Donc au bout de 10 ans, ça donnerait 381 000 pour chaque année. Voilà. Après, c'est une estimation, évidemment, mais on sait que les LED consomment nettement moins en kilowattheures, vraiment très moins, et beaucoup moins, et que ce chiffre-là est tiré aussi des données techniques de l'opérateur et de la lampe qui est installée sur les consommations qui ont été mesurées. Voilà. Donc effectivement, ce n'est qu'une estimation. Si c'est ça, tant mieux. Justement, oui, c'est une ça fait aussi c'est une estimation, je suis d'accord avec vous, mais moi je vais vous parler du réel de la commune, puisque j'ai ressorti des factures d'éclairage public sur les 4 dernières années, où on a en moyenne une facture à 60 000 €, grosso modo. Sachant que sur les 60 000 €, vous avez 22-23% de taxes, donc ça ramène à une moyenne de 46 000 €. Dans ces 46 000 € à l'heure d'aujourd'hui, on a et du LED et du ballon fluo, pardon. Donc l'économie des 38 000 €, si je ne suis pas trop bête, ne concernera que les ballons fluo. Donc ça voudrait dire qu'en gros, ils vont nous rendre de l'argent. Ils vont nous rendre de l'argent parce qu'on n'a pas assez de factures par rapport à... Ouais, j'ai une autre méthode, mais bon, c'est la mienne. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, j'avais aussi une remarque concernant le CIER, parce que je vous ai demandé également oui, vous les aurez aussi, je vous ai promis que je vous le dirai tout à l'heure. Oui, non, il ne m'avait pas répondu pour le CIER, ça fait tellement de fois que je vous le demande, donc je le redemande. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il va falloir avoir une réflexion, parce que les autres communes ont eu cette réflexion-là depuis déjà un moment, c'est qu'ils ont tous adhéré au syndicat départemental, le SDESM, et parce que c'était beaucoup moins cher. Donc j'aurais aimé savoir si la commune envisageait également d'adhérer à ce syndicat un jour ou l'autre, ou plutôt rester au CIER qui s'est rétréci et dont vous en êtes le président. Alors tout à fait, c'est une bonne question, je peux vous y répondre. Je vais vous inviter à vous rapprocher du SDESM et à ce qu'ils vous transmettent le marché d'entretien d'éclairage public qu'il a fait ces derniers temps, où nous sommes aux alentours de 14 € en entretien, je parle, par lampadaire à l'année avec 10 passages, où le SDESM est à 20 € pour 4 passages. Et où à chaque fois que vous avez à passer, alors nous, on évite de les appeler entre les passages, parce que ça, effectivement, c'est pas dans le marché, c'est facturé de façon supplémentaire. Et lorsque vous êtes à 4 dans l'année, ça veut dire que le gars passe une fois par trimestre. Donc quand il est passé et que la semaine d'après l'ampoule tombe en panne, vous évitez pas de l'appeler. Et donc il y a énormément de petites communes qui sont sorties du CIER parce qu'elles ont vu leurs chiffres de coûts d'entretien exploser, parce que effectivement on a toujours envie de faire plaisir à ses habitants. Donc quand on a un coup de fil en nous disant la lampe chez moi ne marche pas, on envoie l'équipe. Et malheureusement, ils ont vu leurs chiffres monter. Alors, la question aujourd'hui ne se pose pas, ça se pose au moment du renouvellement, de mandat, si un syndicat doit s'éteindre. Je remarque juste une chose, c'est que à la création du SDESM, il avait été clairement dit par les préfectures que les syndicats devaient au fur et à mesure disparaître. Donc c'est ce qui était prévu avec le nôtre à la fin du mandat dernier. Et en fait, la préfecture est revenue sur ses dires, puisque à aucun moment il nous a été demandé cela. Et quand on en a parlé, puisqu'on s'inquiétait avec le sous-préfet d'époque, qui n'est pas celui qui est là aujourd'hui, il nous a été confié qu'il y avait tellement de communes qui avaient de problèmes et qui voulaient ressortir du SDESM qu'aujourd'hui, on n'allait pas nous embêter, et que si ça permettait de faire des économies, parce qu'on n'a quasiment pas de frais de gestion, vraiment très très peu, alors que le SDESM est une grosse machine avec beaucoup de commerciaux, des locaux flambant neufs, etc., etc. Et donc le coût de fonctionnement du SDESM, je vous invite à leur demander aussi les budgets et à les étudier. Vous verrez que c'est absolument pas intéressant pour les communes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes, je vous dirai pas les noms, je vous laisse les chercher, mais il y en a quelques-unes qui sont sorties du CIER pour aller au SDESM, qui frappent à la porte aujourd'hui pour venir. Voilà. Ce que je pouvais répondre sur votre commentaire. Alors, je vous propose de passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables ? Alors, Mme Godard pour 1, M. Claudin pour 1, Mme Velin pour 1. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Bon, adopté, merci.
La délibération suivante, c'est forme du rapporteur. Abaissement de 80% de l'éclairage public sur le territoire de la commune à partir de la fin des travaux de modernisation de l'éclairage public. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la compétence de la commune en matière d'éclairage public, considérant la volonté de la municipalité d'initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie, sur la pertinence et la possibilité de procéder à une extinction nocturne partielle de l'éclairage public ou à un abaissement, considérant qu'outre la réduction de la facture de consommation d'électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre les nuisances lumineuses. Considérant que les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. Considérant que pour remplir cet objectif, l'éclairage public devrait faire l'objet d'un abaissement de puissance d'au moins 80%, au moins 5 heures par nuit. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que l'éclairage public sera abaissé la nuit de 22 h à 6 h du matin à partir de la fin des travaux de modernisation de l'éclairage public. Charge Monsieur le maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d'application de cette mesure et en particulier les horaires d'abaissement, les mesures d'information de la population et d'adaptation de la signalisation. Alors, c'était la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions, des précisions? Oui. Monsieur le maire, 6 h du matin, il y a déjà des lycéens qui prennent le bus à cette heure-là, même bien avant, et ils sont en insécurité totale, parce qu'il n'y a pas de lumière. Ce matin, j'ai dû emmener ma fille à la bus, parce que papa, j'ai peur. Trouvez-vous ça normal? Non, pas du tout, c'est justement pour ça, vous avez parfaitement raison, c'est justement pour ça qu'on engage les demandes de subvention pour pouvoir à terme faire les travaux, pour moderniser notre éclairage public, parce qu'il y avait déjà un gros travail qui avait été fait, on en a changé un certain nombre, mais pas tous, et donc effectivement il faut le faire. Alors après, vous avez vu, hein, je crois que c'est dans la délibération, on nous demande, c'est 5 heures, hein, Ouais, c'est 5 heures maximum. Alors moi je suis tout à fait ouvert pour qu'on fasse 11h, 4h ou minuit 5h. Hein. J'ai pas de souci là-dessus. Si vous voulez qu'on modifie la délibération pour être calé sur des horaires qui vous paraissent plus adéquats, je suis tout à fait ouvert à ça, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord, quand je disais les élèves, il y a aussi des mamans qui prennent le bus. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas de lumière et ils sont en insécurité totale. Non, mais on est tout à fait d'accord. Donc vous préconiseriez quoi comme horaire? 11h, 4h, minuit 5h? Oh, 22 5 heures, c'est pas mal déjà. On aurait dû 22 5h. Donc de passer. Ils étaient capables à 5 h du matin pour prendre leur bus. Ok, j'ai pas de souci là-dessus. Donc la délibération qu'on va vous proposer au vote, ce ne serait pas à 6 h du matin, mais 5 h du matin. Donc avec cette modification, à moins qu'il y ait d'autres questions, si on peut passer au vote, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci, donc avec la correction des 5 heures. 22h05. La délibération suivante, c'est Jean-Yves Gabriel. Mise en œuvre d'une procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon dans le cimetière. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles R 2223 R-12 jusqu'à R 2223-23, considérant qu'au terme de l'article R 2223-12, l'état d'abandon est caractérisé par un grave défaut d'entretien sur des concessions perpétuelles. Considérant que nous avons constaté qu'une vingtaine de concessions remplissent ces critères, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à reprendre au nom de la commune et à remettre en service de nouvelles inhumations les concessions suscitées en état d'abandon.
Merci. Alors ça, c'était une demande récurrente. On a beaucoup sur l'ancien cimetière de concessions qui sont à l'abandon et qui s'écroulent et qui parfois entraînent les concessions d'à côté qui sont entretenues, elles, par les gens qui continuent à aller dessus. Donc il y a eu un gros travail parce qu'il y a depuis une éternité en fait un plan du cimetière qui était vraiment pas forcément adéquat, puisqu'il n'avait jamais été au fil du temps tenu à jour. Et donc l'intérêt que l'on a à faire ça, c'est d'abord pour remettre en service des concessions qui sont à l'abandon, faire un tri, et ça je vais remercier Jean-Yves et l'équipe de PM, en particulier Carole, qui a refait toutes les photos, tout le plan, qui a vraiment remis à jour entièrement le plan du cimetière, qui nous a permis de lancer cette étude. Donc aujourd'hui, ça concernerait 20 concessions, hein, c'est ça, c'est 20 concessions. C'est la société GESIM qui procède aux reprises en 3 phases. Donc il y a une phase en 2024 qui a été inscrite au budget à 2 800 € hors taxe, et il y aura une phase en 2025 pour 1 480 € hors taxe. Donc on a aussi déjà commencé, c'est intéressant pour le CCAS, parce que les recettes du cimetière, on les a affectées au CCAS en recettes, et en fait on a des gens qu'on a interrogés, on leur dit est-ce que vous voulez la conserver ou pas. Alors il y en a une ou deux qui nous ont dit non, alors pour retrouver des ayants droit, hein, parce que parfois c'est un peu compliqué, et d'autres qui nous ont dit oui on renouvelle, et donc c'est aussi en renouvelant, c'est pas des grosses sommes, mais c'est toujours ça de recettes supplémentaires. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que dans ces 20 concessions, il y a des concessions d'anciens combattants? Et si oui, est-ce que le Souvenir français a été alerté? Parce qu'il faut savoir que le Souvenir français prend en charge la rénovation des comptes des anciens combattants. Alors, c'est ce qu'on dit en haut, c'est une information qu'on passera. J'ai déjà passé à M. Trouvé. Ouais, à la société GESIM qui fait ce travail-là, qui est une société spécialisée dedans. Donc j'espère que ces gens-là ont cette information, on la passera de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci. De toute façon, quand ils ont fait le travail, nous derrière, s'il nous est présenté et il est validé et contrôlé par nous, donc c'est un contrôle qu'on pourra éventuellement toujours faire à ce moment-là derrière eux si l'on peut. Merci pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté, merci. Alors, le projet de délibération suivant, c'est un vœu, en fait, que l'on souhaite vous faire prendre, parce que il y a aujourd'hui une étude d'impact qui est pilotée par le préfet de 95 sur l'approche équilibrée, ce qu'on appelle l'approche équilibrée, EIAE, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle sur le territoire du Roissy-Meaux Aéropole. Donc Roissy-Meaux Aéropole, c'est notre GIP, groupement d'intérêt public, qui regroupe la CARPEF, donc la communauté de communes, qui a une partie des communes sénémarnaises et une partie des communes 95, qui s'appelle la CARP, qui représente 350 000 habitants. Juste en dessous, il y a nous à 23 ou 24 000 habitants avec 20 communes. Il y a le Pays de Meaux derrière, je ne sais plus combien il y a de communes dans le Pays de Meaux, mais il y a 110 000 habitants. Et après, le Pays de l'Ourcq, où il y a Lizy, etc., et qui représente 17 000 habitants. Donc à nous tous, ce groupement d'intérêt public représente 500 000 habitants et a vocation à peser un peu plus dans la balance que si on y va chacun de notre côté, la fleur au fusil. Donc, je vais vous le lire, c'est peut-être un petit peu rébarbatif, mais écoutez bien parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont importantes. Vu le code général des communes, la loi, je vais vous dire des trucs qui nous intéressent. Voilà, donc c'est sur la page 2. Considérant que 1,9 million de franciliens, riverains d'Orly, Roissy et Le Bourget, sont potentiellement exposés aux nuisances sonores générées par les activités aéroportuaires, dont l'importance est mise en évidence par l'étude d'impact sanitaire du bruit dans la zone dense de la région Île-de-France, réalisée en février 2019 par Bruit Parif, l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Considérant la nécessité de restreindre les surfaces des zones exposées à des valeurs de bruit selon les seuils définis par la réglementation, et cela par la généralisation des mesures de gestion efficaces évaluées sur le fondement des mesures précises et incontestables.
Considérant la méthode propre à la démarche de l'approche équilibrée, telle que définie par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, qui vise à atteindre un objectif de réduction des nuisances sonores tout en tenant compte de l'importance de l'activité aéroportuaire pour les tissus économiques des territoires. Considérant 4 grands piliers définis dans le cadre du concept de l'approche équilibrée. 1. La réduction du bruit des avions à la source. 2. La planification et la gestion de l'utilisation des sols. 3. La procédure opérationnelle d'exploitation du moindre bruit. Et 4. La restriction d'exploitation en dernier recours. Considérant dans ce cadre que le 4e pilier ne doit pas être mis en œuvre qu'en dernier recours, après exécution et évaluation de l'efficacité des mesures relevant des 3 premiers piliers et sur le fondement de l'objectif de réduction préalablement fixé. Et après avoir étudié l'impact sur les conséquences économiques et sur l'emploi. Considérant l'activité économique liée aux aéroports franciliens, les retombées de l'attractivité pour les territoires sur lesquels ils sont implantés, ainsi que le rayonnement global de l'aérien pour le pays, y compris les bénéfices liés au tourisme international pour l'économie nationale. Considérant la contribution de plus de 220 000 emplois franciliens, directs et indirects, générés par l'activité des 3 aéroports majeurs d'Île-de-France et leur répartition sur l'ensemble des départements franciliens. Considérant les prévisions de croissance du secteur aérien en France évaluées à 1% d'ici à 2050, par an d'ici à 2050, ainsi que les perspectives de transformation de l'ensemble des maillons de l'industrie aéronautique visant à répondre aux objectifs visés par la feuille de route de décarbonation du secteur aérien. C'est l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Considérant la nécessité de poursuivre les actions à réaliser afin de préserver la santé et l'environnement, le cadre de vie et le bien-être des populations exposées aux nuisances engendrées par la circulation aérienne. Considérant l'étude d'impact EAIE pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, actuellement piloté par le préfet du Val d'Oise et devant se finaliser normalement pour juin 2024. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet le vœu que l'État et son représentant territorial veillent à ce que l'étude soit conduite de manière équilibrée pour mettre en œuvre les mesures suivantes en vue de réduire les nuisances sonores engendrées par les activités des 3 aéroports majeurs d'Île-de-France, Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Ceci pour la protection de la santé des riverains, mais sans réduire leur activité, afin de créer les conditions d'une transformation vertueuse, écologique et pérenne pour les activités aéroportuaires qui contribuent au dynamisme économique des territoires et à l'emploi. La réalisation d'études d'impact selon l'approche équilibrée EAIE, conformément aux principes qui orientent cette démarche, à savoir l'identification des leviers de réduction issus des 3 piliers, encore non exploités ou perfectibles, et leur pleine activation avant le recours éventuel aux restrictions d'exploitation. L'exécution de ces études dans un esprit de conciliation entre toutes les parties prenantes, à l'appui d'une méthode cohérente fondée sur les objectifs partagés, un suivi impartial et sans orientation a priori quant aux mesures à privilégier. La stricte mise en œuvre des règles de limitation de l'activité de nuit actuellement en vigueur, couvre-feu à Orly et au Bourget, et limitation de l'activité nocturne à Roissy, à travers la délivrance de dérogations en cas de risque pour la sécurité uniquement. La définition d'objectifs précis de réduction de l'empreinte sonore sur le fondement d'une observation scientifique, ainsi que l'inscription de ces objectifs dans les prochains plans de prévention du bruit dans l'environnement, les PPBE. La pleine exploitation des gains possibles et imputables aux réductions du bruit à la source d'une part, à travers l'accélération échelonnée du renouvellement des flottes des opérateurs sur ces plateformes par des appareils moins consommateurs en carburant et ayant une empreinte sonore réduite, qui devrait bénéficier de dispositifs de soutien de la part de l'État et d'autre part en interdisant les avions les plus bruyants. La généralisation des procédures dites d'éco-pilotage telles que la descente continue, une technique d'approche qui permet une sollicitation minimale et continue des moteurs en amont de l'atterrissage et dont la mise en œuvre devrait être une priorité du gouvernement. Une révision des modalités d'utilisation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TSNA, dont l'objet est l'insonorisation des logements les plus exposés, et cela entre autres à travers l'augmentation du 100% du taux d'indemnisation permettant l'inclusion des ménages les plus fragiles, ainsi que l'élargissement des conditions d'éligibilité de ces aides. Donc en fait, ce vœu, il a un effet simple, c'est de dire, attention, oui, il faut prendre en compte les nuisances et il faut essayer de les réduire au maximum,
mais en face, il y a une activité économique, et avant de prendre des mesures de restriction qui seraient drastiques, hein, vous en donnez une par exemple, c'est un couvre-feu sur Roissy, quand on vient de Dallas ou de Los Angeles, qu'on atterrisse à Roissy ou qu'on atterrisse à Hambourg, ça ne change pas grand-chose. Par contre, s'il y a un couvre-feu sur Roissy, ça veut dire que FedEx déménage. FedEx, je ne l'ai pas dans le truc, mais c'est 2200 emplois. Et par exemple, pour le département de Seine-et-Marne, c'est 73 millions de recettes vers le département. Donc voilà, il faut bien prendre conscience que toutes ces choses-là ont un impact. Et ce qu'on voudrait dans cette étude-là, ce qui est souhaitable, c'est qu'il n'y ait pas de parti pris trop écolo d'un côté ou trop économique de l'autre, mais que l'étude soit faite et qu'on utilise tous les leviers possibles et imaginables pour réduire les nuisances tout en conservant l'activité économique. Voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent prendre la parole, allez-y. Juste, je voulais dire que c'était dommage que dans ma délégation, j'avais les relations avec ADP et j'ai jamais été conviée à aucune de ces réunions et j'ai jamais été associée à cette rédaction, à ce vœu. Alors, cette rédaction de vœux, elle se joue au niveau du GIP, et au niveau du GIP, dans les élus du GIP, il y a uniquement, au conseil d'administration, il y a uniquement les présidents et les premiers vice-présidents des 4 intercommunalités. Ce sont les élus qui sont, par les statuts, amenés à siéger. C'est pour ça que tu n'as jamais été convié à ces réunions-là, c'est normal, puisque, voilà, ensuite, moi, je ne suis pas décideur de cela. Bon, voilà, je m'arrête là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, ou est-ce qu'on peut passer au vote, pardon. Donc, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, une abstention. Merci. Alors, on a épuisé notre ordre du jour. Je vais vous donner les comptes rendus de délégation. Donc, c'est toute une liste que des avenants à des contrats d'assurance. Hein. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, de la décision numéro 20 à la décision numéro 27. Alors, le premier, c'est le contrat d'assurance dommage aux biens prolongeant la durée d'exploitation jusqu'au 30 juin. Chaque fois, c'est pour prolonger jusqu'au 30 juin. Hein. Le contrat d'assurance de dommage aux biens centre culturel du Grenier, celui du centre médical des sources, celui pour la protection fonctionnelle, celui pour la protection juridique, celui des assurances auto pour les collaborateurs, véhicules à moteur, et le dernier, c'est pour le contrat d'assurance à responsabilité civile. Voilà, c'est les seuls comptes rendus de... donc on va passer aux questions du groupe Alliance Pathusienne. Vous pouvez lire votre première question, s'il vous plaît. Oui. Alors, la fin du réméré ayant été signée début janvier, pouvez-vous nous faire un bilan financier total de ce dossier? Revenus du réméré, emprunt, frais notariaux, frais annexes, frais financiers de l'emprunt, montant du rachat. Alors, la vente avait lieu à 435 000 € et le rachat a eu lieu à 435 000 €. Donc ça, c'est vierge. Il n'y a pas eu de frais de notarié. Les frais financiers de l'emprunt se situent à 12 448,76 et les revenus du réméré se situent à 168 000 €. Donc en fait, le gain sur 5 ans pour avoir immobilisé 435 000 nous ont rapporté 155 551,24. Donc en termes de rendement, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on vous propose un réméré. Votre deuxième question. Si je peux intervenir, il manque quelques éléments quand même dans la réponse. La taxe foncière, un demi par rapport à ça. 20 460 €. Et initialement, quand on a acheté le réméré, il était convenu avec M. de Toublet qu'il y ait un rachat supérieur au montant de la vente. Et surtout qu'il devait nous payer un loyer sur le terrain, en plus du loyer de l'habitation. Le loyer du terrain, c'était 1 550 € par mois sur 60 mois, soit 93 000 €.
Vous avez conclu le contrat avec moi, vous en étiez destinataire et vérificateur. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que le réméré, ce n'est pas nous qui l'avons acheté, mais on a préempté. Et dans les conditions de préemption, ces éléments-là dont vous parlez, hormis je suis d'accord pour la taxe foncière, mais les autres gains ne pouvaient pas être pris en compte quand c'est dans le cadre d'une préemption. Voilà ce que je pouvais répondre. Votre deuxième question, s'il vous plaît. Bien. Alors, monsieur le maire, nous avons constaté que vous avez invité l'ensemble de la population à la galette des rois. Invitation faite au nom de la mairie, conjointement avec votre association politique Agir pour Saint-Patus. Pouvez-vous nous communiquer le coût de cette invitation pour la mairie et pour Agir, impression des documents, achat des galettes, et bien entendu, nous vous demandons les factures correspondantes. Alors, je vais faire un petit rectificatif parce que vous faites une grosse erreur dans l'énoncé de votre question. Ce n'est pas l'association Agir pour Saint-Patus, c'est le groupe Agir pour Saint-Patus au conseil municipal, tout comme il existe le groupe Alliance Patusienne. Donc l'association Agir n'est pas intervenue à aucun moment, ni dans le financement, ni dans l'exécution. C'est uniquement le groupe du conseil municipal, le maire et son groupe qui avaient invité la population à la galette des rois. Voilà. Et bien évidemment, les factures qui ont été émises pour cela au niveau, vous les aurez dans le grand livre, et si vous les voulez en détail à côté, vous pouvez venir les consulter sans problème. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Moine, vous avez raison. On est en ce moment, puisqu'on n'en avait jamais eu depuis une éternité, d'ailleurs depuis même avant Stéphane, il n'y avait jamais eu de contrôle de la CRC. On a un contrôle de la CRC, donc la CRC c'est la Chambre régionale des comptes qui vient contrôler la bonne gestion de la commune et surtout la bonne exécution des règles dans la passation des marchés, dans l'utilisation des véhicules, dans la bonne utilisation vis-à-vis de la loi des deniers publics. Donc là, le rapport définitif, d'après ce que... Alors on a déjà été auditionné, on a donné un certain nombre de documents, il y a un certain nombre de documents qu'ils avaient, et d'autres qu'on donnera, qu'on est en train de donner, puisqu'il y a un certain nombre de documents qui viennent de l'Interco, compte tenu du nombre de compétences qui ont été déléguées à l'intercommunalité. Moi, je serai auditionné en avril pour apporter des réponses sur les questions qu'ils poseront, et derrière, ça part au tribunal, puisque la CRC, la Chambre régionale des comptes, ce sont des magistrats et des juges qui font le rapport final. Sur le rapport final, qui devrait nous être adressé aux alentours de juin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai un délai de 30 jours, je crois, pour faire les remarques définitives, pour justifier un certain nombre de choses qui seront marquées dans le rapport, parce que personne n'est parfait, hein, donc le rapport ne sera pas vierge, hein, il y a toujours des petites choses qui sont à améliorer, ou qui sont à changer si elles sont mal faites, ça peut arriver, évidemment. Donc en ce moment, on est très occupé avec eux, donc à l'issue de l'ensemble de l'exercice budgétaire, là, après le vote du budget, etc., je m'engage à ce que vous soit transmis dans le plus rapidement possible, en 15 jours ou 3 semaines, l'ensemble des documents que vous nous avez demandés et que vous avez relistés là-dessus. Et vous m'avez interrogé aussi sur le référent déontologique que l'on doit trouver. Alors, vous m'avez mis le lien du décret que je connaissais, que j'étais déjà allé voir. Donc si vous êtes allé le voir, vous avez vu que c'est excessivement compliqué à trouver, puisqu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit élu, ou qui ait été élu pendant les 3 ans, qu'il n'ait aucun lien avec, de près ou de loin, avec des gens qui graviteraient autour de la mairie, etc. Donc on était en train de chercher. Pour l'instant, on n'a pas de candidat. Alors c'est le 1er juin 2023. Hein, donc on a un petit peu de temps pour le faire. Il y a toujours des délais pour permettre de le faire. Par contre, je vous invite, si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous pourriez présenter comme candidat pour être le référent déontologique, allez-y, il n'y a aucun souci. Ça nous facilitera le travail et ça permettra de le nommer plus rapidement. Là-dessus, je m'associe. Voilà pour vos questions. Alors maintenant, je vais répondre aux questions qui nous ont été adressées par le public. Alors, on a M. Damien Richer qui nous dit bonjour monsieur, il y a pas mal de trottoirs qui sont fortement dégradés et particulièrement à cause des divisions de terrain. Pouvez-vous nous indiquer qui a la responsabilité de rénover les trottoirs face à des propriétaires
en face des propriétés. Si c'est un occupant, est-ce que la mairie peut les contacter pour faire le nécessaire? Alors, sa première question, oui, le trottoir c'est l'espace public. Donc en entretien, c'est à la charge, mais quand on dit en entretien, c'est salage, normalement désherbage, etc. Mais sur l'entretien lui-même, refaire le bitume, etc., c'est une compétence de la mairie. Après, quand il y a des divisions de terrain, celui qui divise son terrain et qui le vend, s'il nous demande de faire un bateau, on l'autorise, on lui donne une autorisation de travailler sur le domaine public, et c'est à celui qui divise le terrain de fournir un bateau, puisque quand un terrain est viabilisé, il n'y a pas seulement le boîtier d'électricité et l'arrivée d'eau, il doit aussi y avoir le bateau, etc., etc. Donc ça fait partie de la viabilisation, souvent les gens ne le font pas, et donc il a raison, on va regarder partout où les trottoirs ont été abîmés à cause des divisions de terrain, et on demandera aux propriétaires de faire le nécessaire à leurs frais, bien évidemment. Après, je vais faire une autre remarque, on a aussi des difficultés dans certaines rues qui sont très étroites, où les gens nous demandent de refaire régulièrement les trottoirs, ça peut s'entendre, mais dans certains lotissements, il avait été prévu pour le stationnement des véhicules supplémentaires des parkings en début ou en fin de rue. Les gens ne s'y mettent jamais, ces parkings sont très souvent vides, et les gens se mettent à cheval sur le trottoir. Donc généralement, le camion d'ordures ménagères passe sur le trottoir et défonce le trottoir, puisque le trottoir n'est pas du tout fait en matière de structure de la même manière qu'une voirie. Et pire encore, il y a une nuit où à 3 h du matin, il a fallu que je frappe aux portes parce qu'il y avait un pavillon qui brûlait et les pompiers ne pouvaient pas passer avec la grande échelle parce qu'il y avait une voiture de garée dans la rue. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire que les trottoirs, c'est un peu une problématique. Alors, nous remarquons significativement qu'il y a beaucoup de détritus qui s'accumulent dans les environs. Pas spécialement à Saint-Patus, un peu partout. Serait-il possible de remonter ce problème aux équipements du département qui s'occupent de l'entretien des routes et des espaces verts? Alors, il a tout à fait raison, c'est excessivement compliqué parce que suivant les endroits, c'est pas la même compétence. Donc sur la commune, c'est de la compétence normalement du SMITOM. Non, si c'est des ordures, c'est la compétence de la communauté de communes, qui, elle, sous-traite le ramassage et le traitement, le ramassage des ordures à une entreprise et le traitement par le biais du SMITOM. Sur le bord de sur la départementale, c'est effectivement, je pense qu'il fait référence au parking qu'il y a dans le petit bout de forêt entre le carrefour de Noëfort et le carrefour de Marché-Moret. Si vous avez remarqué, il y a quelques années, ces parkings-là avaient été fermés pour qu'on ne puisse pas s'arrêter et ne pas balancer les choses. Ils ont été rouverts aujourd'hui parce qu'on a un autre souci, c'est comme c'est une nationale, il faut qu'un certain nombre de refuges soient aménagés pour que les poids lourds, quand ils ont besoin de faire les pauses, puissent s'arrêter. Sinon, ils rentrent dans les communes, ils se posent sur des endroits où ils n'ont pas le droit de se poser. Donc c'est toujours aussi une autre problématique. Et à savoir que sur la commune, on ramasse régulièrement à chaque fois qu'on nous le signale, mais c'est un coût. C'est un coût qui normalement ne devrait pas être porté par la commune, puisque si la personne qui l'a mis là avait un petit peu de civisme, il irait à la déchetterie. Alors souvent le problème c'est que c'est des entrepreneurs peu scrupuleux qui vous mettent dans la facture la dépose en décharge et qui balancent dans un fossé, comme ça ils se mettent l'argent dans la poche, et c'est effectivement un vrai problème. Alors c'est quelque chose qui a monté régulièrement, hormis ramasser pour éviter l'amoncellement, mais ça a le défaut que ça nous coûte des bennes. J'ai passé un bon de commande encore là pour des bennes pour l'année pour plus de 12 000 €. Vous voyez, si on n'avait pas ça à faire, ben, ce serait par exemple de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs. Voilà ce que je pouvais lui dire sur cette question-là. Une question de Madame Larocque Magali. Alors, on en revient au cinéma tout à l'heure. Prévoyez-vous de mettre en place une billetterie en ligne pour réserver des places de cinéma? Non, c'est pas possible, j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et est-ce qu'un jour un abribus couvert sera installé à l'arrêt des écoles dans le sens Saint-Patus-Meaux, comme c'était le cas il y a un an? Alors oui, vous avez vu qu'il y a quelques mois, on avait commencé une réflexion de l'ensemble des arrêts bus, parce que le syndicat qui est compétent sur le transport scolaire chez nous, c'est le syndicat mixte de la Goëlle. Qui paye une cotisation, donc il est à cheval sur plusieurs intercos. Certaines de nos intercos payent une cotisation au syndicat mixte, donc pour les 3 intercos qui sont au syndicat mixte, la participation du syndicat mixte est à 695 000 €, presque 700 000 € pour financer une partie des transports. Après il y a IDFM
Île-de-France Mobilité qui met aussi la main au portefeuille. Donc il y avait un certain nombre de modes de subventionnement par l'État qui avaient été engagés. On a fait par ce syndicat les demandes de subventionnement et les travaux étaient prévus en plusieurs phases. Donc nous on était seulement dans la 3e année de commencement des travaux. Donc il y a eu deux années où il y a eu des travaux à Vitry-Mory, des travaux sur d'autres communes, sur le territoire du syndicat. Et nous, c'était notre première phase. Donc la première phase a été faite, elle n'a pas été terminée, parce que l'État a un petit peu de retard sur le versement des subventions, et que c'est des équipements qui étaient subventionnés à hauteur de 80%, et que le syndicat mixte ne le vend pas d'impôts. C'est pas un syndicat, ce qu'on appelle la fiscalité propre, c'est un syndicat qui reçoit des dotations, en particulier donc des intercos, n'avait pas les financements pour continuer les travaux. Donc on a la réunion d'ici quelques jours là, et les travaux vont reprendre. Alors, je ne sais pas s'ils reprendront ici, il faut que je regarde le plan de travaux, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je referai une réponse écrite à cette dame pour essayer de lui dire quand est-ce que les travaux reprendront, mais ils sont prévus d'être pris, ça ne doit pas rester comme ça. Alors, une autre, encore de M. Richer, qui nous dit « Avez-vous des nouvelles de l'aménagement des places de parking devant la résidence à l'entrée de Saint-Patus, rue de Noé-Florent ?» Donc ce que je peux lui répondre, c'est que sur la programmation de travaux de la LSH et la modification du parking entre l'ancien Mill Club qui a été rasé, c'est à côté de la cantine, c'est là où sera construit la LSH dans l'avenir, il y a un changement donc, de place de parking rebasculera de l'autre côté le long des places de parking existantes, et que pour aider au financement, on a prévu de refaire les places de parking sur la rue de Noé-Fort et de les poursuivre jusqu'en entrée de ville dans la même phase de travaux, pardon, pour créer un peu plus de place, que les premiers plans qu'on a nous en donnent 18 ou 20 de plus, je crois, ce qui n'est pas négligeable, à proximité de l'école, et surtout nous permettre de requalifier cette entrée de ville qui aujourd'hui ne l'est pas, parce qu'avant il n'y avait pas de construction, en tout cas sur les trottoirs, sur le domaine public. Je crois que c'est la dernière question. Donc c'est un monsieur Grégory Georges, rue des Acacias, qui, alors la question est longue, donc je vais la résumer, qui nous interroge sur l'état et l'entretien de l'aire de jeu qu'il y a devant le complexe. Alors en soulevant plusieurs problèmes. Le premier, c'est le sol qui se désagrège, donc ça on est bien au courant, on le sait, puisque c'est justement ce qui avait fait qu'on avait mis l'aire de jeu à cet endroit-là, puisque le club de tennis ne pouvait plus l'utiliser, puisque le revêtement était totalement en décrépitude. Donc je sais que on essaye de ramasser ce qui se décroche régulièrement, et que surtout les endroits où il y a les équipements de jeu pour les enfants, quand c'est nécessaire, il y a des sols souples, puisque ça par contre, il y a un contrat avec une entreprise qui vient vérifier chaque année l'état des équipements pour que ceux-ci soient aux normes et que les assurances puissent fonctionner. Ça, c'est une première chose. Après, il nous dit aussi que les tables de pique-nique ont disparu, donc ça, je vais effectivement, elles ont été au fil du temps abîmées. Je vais voir si on en a encore au service technique et si on peut en remettre, ou si financièrement on peut en racheter. Et puis, il nous interroge aussi sur la bâche qui apparemment serait déchirée, donc ça, je ne l'avais pas vu. Si c'est le cas, on va la démonter. Si on en a encore, parce que c'est les deux barnums qu'on avait installés, on en avait 4 ou 5 à une époque, et qu'ils avaient été abîmés avec des rafales de vent à une certaine époque, et qu'avec plusieurs, on en avait fait 2. Donc s'il reste encore des pièces détachées pour les faire, on les refera, sinon évidemment, on les démontera et on se penchera sur une éventuelle autre solution. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bien, donc, écoutez, merci à tous. Le prochain conseil aura lieu assez rapidement, il y aura à l'heure du jour juste des élections de nouvel adjoint, puisque ça on a un temps déterminé pour le faire, et puis tout début avril on aura un autre conseil pour le vote du budget. Voilà, merci à tous, bonne soirée.